Bonjour, nous retrouvons Monsieur Raphaël Liogier au sein du colloque État d'urgence organisé par le CCIF à Nanterre ce 30 octobre. Alors Monsieur Liogier, vous nous avez dit tout à l'heure que vous aviez officialisé le concept de Muslim Pride avec la ville de Paris, avec une exposition prévue prochainement. Pourriez-vous nous en dire un petit peu plus? Ben oui, ça y est, nous sommes en train d'organiser une exposition. Il y aura une exposition qui durera très probablement, on ne connaît pas la date précise exacte, mais ce sera très probablement à partir de la deuxième quinzaine de février. Pendant une dizaine de jours, il y aura en même temps que l'exposition un festival avec certainement des humoristes, avec des débats, des films, des interviews. Et puis l'exposition elle-même durera ensuite pendant tout le mois de mars à l'Institut des cultures d'Islam dans le 18e arrondissement, à la Goutte d'Or, qui est devenu quand même un lieu emblématique. Emblématique de ce qu'on pourrait appeler la reconquête par les musulmans de leur image réelle, de leur image esthétique, de leur esthétique réelle. Je suppose que la deuxième quinzaine de février ne doit rien au hasard en pleine campagne électorale. Disons qu'effectivement, on a intitulé, là on va sortir un site internet dont la première page est aujourd'hui en ligne, qui s'intitule www.muslimpride, je ne sais plus ce que c'est déjà. Ah oui, www.muslimpride.eu comme European Union, Union européenne, pour bien dire que c'est un mouvement qui ne s'arrêtera pas à la France, puisqu'aujourd'hui le délire de l'islamisation, l'islamophobie radicale touche l'ensemble de l'Europe, n'est plus un problème institutionnel, social, lié à la France en particulier. Donc c'est beaucoup plus grave. Il y a une extension territoriale et il y a une intensification. Pas lié à la France uniquement, voire pas lié à l'Europe uniquement, puisqu'il me semble que vous partez même au Canada pour parler également de ce sujet. Oui, c'est-à-dire que il y a ces rencontres d'Averroès qui avaient été lancées par Thierry Fabre à Marseille, qu'on a ensuite lancées aussi à Rabat au Maroc, et puis dans un certain nombre d'autres pays, à Istanbul, je crois, en Turquie, et là on va aussi la lancer au Canada, à Montréal, et ça sera l'occasion pour moi d'évoquer ce problème grandissant de ce que j'appelle le fantasme de l'islamisation, qui est lié à un déficit, à une crise identitaire très profonde des Européens qui rendent les musulmans responsables de leurs propres problèmes identitaires. Alors c'est très grave parce que ce n'est pas seulement une crise économique et sociale, donc le musulman n'est plus un simple bouc émissaire économique et social, mais c'est le bouc émissaire identitaire des Européens qui se sentent mal dans leur peau, tout simplement, aujourd'hui. C'est grave parce que ça ressemble, toute chose égale par ailleurs, à ce qui s'était passé dans les années 30 en Allemagne. Sauf que cette fois, ce n'est pas le juif qui est dans la ligne de mire, mais c'est cette espèce de musulman fantasmé, virtuel. Donc l'objectif de Muslim Pride, c'est qu'on restitue l'image réelle des musulmans dans leur diversité, qu'on ne soit plus dans ce principe monolithique. Est-ce que vous craignez tout simplement que l'islamophobie puisse aller jusqu'à des extrémités telles que le meurtre? De toute façon, on l'a déjà vu en Allemagne par exemple. Moi je pense qu'aujourd'hui, les lois qui sont des lois quand même passablement islamophobes, la loi de 2004 et la loi mise en application en 2011, mais à la limite, ces lois sont moins importantes en elles-mêmes que par cette espèce de libération de l'islamophobie épidermique qu'on observe aujourd'hui dans la population française. C'est-à-dire qu'au nom de ces lois, même si on ne les a pas lues, on s'autorise aujourd'hui à faire n'importe quoi, à refuser une femme, une mère de famille qui serait simplement voilée à venir aider sa fille à l'école, à faire ses devoirs, alors que ce n'est même pas dans la loi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'autorise à peu près tout et n'importe quoi au nom de cette islamophobie publique, de cette islamophobie d'État. Et moi, je crois qu'il faut véritablement que ça arrête. C'est un processus délétère dont on ne connaît pas, dont on ne sait pas où il va aboutir. Oui, il peut aboutir au meurtre, il peut aboutir à des extrêmes. Et je crois que musulmans et non musulmans sont aujourd'hui, moi j'appelle très clairement les musulmans et les non musulmans
à se sentir musulman symbolique, c'est-à-dire à défendre les institutions de la République française, non seulement les institutions de la République, la Constitution, pour que la Constitution soit respectée, que la loi elle-même respecte la Constitution, les libertés publiques, la liberté de s'habiller comme on le désire, non seulement la Constitution française, mais l'ensemble des systèmes de liberté publique à l'échelle européenne. C'est là où c'est très très grave. C'est pour ça d'ailleurs que nous ferons tourner l'exposition et que nous prévoyons, dans le courant du mois de mars, peut-être même en avril, des marches qui seraient des marches pacifiques. Je crois que plus les musulmans se montreront tels qu'ils sont, moins on fantasmera sur une image fantomatique, virtuelle, qui fait peur, avec laquelle on se fait peur. Donc vous nous parliez de musulmans symboliques, vous en aviez déjà parlé lors de la conférence à l'IFESI le 24 septembre. Il y a eu énormément de réactions par rapport à cette phrase. Est-ce qu'on peut donc aujourd'hui considérer que le combat n'est plus d'ordre religieux, mais simplement de l'ordre des libertés fondamentales, du combat pour les libertés fondamentales? Tout à fait, c'est le sens profond de Muslim Pride. Le mouvement Muslim Pride n'est pas un mouvement exclusif de musulmans, construit par des musulmans à destination des musulmans. C'est un mouvement où des musulmans donnent la main à des non-musulmans pour que les musulmans se réapproprient leur image réelle et en même temps pour que cette image réelle, multiple, soit diffusée dans le grand public. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, vous avez des Français, entre guillemets, qui se représentent de souche, qui vont dire être musulman, qui peuvent dire à leurs enfants être musulman c'est pas beau, hein, c'est vraiment pas beau. Et en réalité ça a l'air d'être un jugement esthétique, mais c'est un jugement moral, mais tellement profond qui passe par un jugement de goût. L'idée c'est de montrer que les musulmans sont beaux, que c'est beau d'être musulman, qu'il y a une culture multiple et variée. Ce qu'on remarque aussi dans cette islamophobie, c'est que même les plus islamophobes dans leur discours, ceux qui sont pris dans ce délire de l'islamisation, l'idée qu'il y a une intention particulière, vicieuse, d'une partie de la population d'assimiler, enfin plutôt de dissoudre les cultures européennes. Même ceux-là disent « oui, c'est vrai, j'ai un voisin qui est musulman et je l'aime bien, mais c'est pas pareil ». L'idée essentielle serait de prouver, de montrer surtout, de démontrer en montrant que, au fond, l'écrasante majorité des musulmans ressemble à ce voisin qu'ils trouvent différent, qu'ils trouvent finalement sympathique. C'est ça l'idée. C'est-à-dire que l'idée, c'est que dès qu'on connaît les musulmans, dès qu'on les fréquente, dès qu'on voit qui ils sont, eh bien ça se passe beaucoup mieux. Donc il faut que les musulmans descendent dans la rue, se montrent tels qu'ils sont, dans leur pluralité, de façon pacifique. Quels sont les retours que vous avez de la part des grandes associations musulmanes? On sait que beaucoup de Français de confession musulmane sont très critiques à l'égard de certaines d'entre elles. Quels sont les retours que vous pouvez avoir par rapport à cet événement? Alors j'avoue qu'au début, l'idée était difficile à faire passer, ne serait-ce que dans l'expression Muslim Pride. Et puis progressivement, lorsqu'on dépasse la difficulté à employer cette expression, eh bien, les représentants des principales organisations musulmanes commencent à se sentir aujourd'hui concernés par la chose et se rendent bien compte qu'il y a un glissement qui est tellement fort, tellement préoccupant, qu'au fond, il ne sert à rien d'attendre que ça passe. La tactique des organisations musulmanes, c'était on va attendre que ça passe dans les années 90 et dans le courant des années 2000. Je crois que depuis le débat sur l'interdiction du voile intégral en 2009, depuis ce nouveau débat qui a été initié par l'UMP sur la compatibilité entre islam et laïcité, alors qu'on ne comprenait pas pourquoi ce débat a été comme ça à nouveau mis sur le devant de la scène. Je crois que les représentants des grandes organisations musulmanes ont pris conscience que la tactique qui consiste à attendre pour que ça passe ne marchait pas, parce que ça ne passera pas et ça risque même au contraire de devenir de plus en plus fort, de plus en plus préoccupant, de plus en plus discriminatoire. Donc il faut faire quelque chose. Je voudrais qu'effectivement, je puisse avoir des populations qui soient libres et qui ne soient pas dans un combat entre le « je » et le « nous ». C'est-à-dire, lorsqu'elles sont loin du regard de la cité, c'est le « je » qui s'exprime et on voit des personnes qui s'épanouissent totalement. Et dès lors qu'elles reviennent dans la cité, c'est le « nous » qui reprend. Quelques exemples. La même personne, selon qu'elle me croise dans la cité ou ailleurs,
Ne me dis pas bonjour de la même manière. Discret dans la cité pour pas paraître une balance, beaucoup plus chaleureux et normal ailleurs. Je voudrais qu'on n'aille pas fouiller dans les poubelles des personnes pour aller vérifier quelle est leur alimentation. J'aimerais que dans mes écoles, au moment du Ramadan, ceux qui souhaitent le respecter puissent le respecter, mais que ceux qui ne le font pas pour différentes raisons, soit qu'ils ne le font pas, soit que ce n'est pas leur religion, puissent sortir tranquillement à 4h30 un goûter sans que celui-ci soit piétiné. Je voudrais qu'on ne fasse pas les cages d'escalier 3 par 3 pour demander aux mamans de mettre le foulard et aux papas d'aller à la mosquée. Et lorsque j'emmène des cars entiers de mamans à Paris et que le car a franchi les frontières de ma ville, pourquoi la moitié du car, la moitié seulement, pas plus mais pas moins, pas moins mais pas plus, retire le foulard, s'épanouit dans cette visite que l'on peut avoir à Paris, à Versailles ou ailleurs, et dès que l'on revient dans la cité, et quand on leur demande « Monsieur le maire, ce n'est pas par conviction, c'est pour vivre tranquille », eh bien ça, je voudrais qu'on le prenne en compte. Je me souviens pas de la dernière fois où j'ai chialé comme ça. Vous parliez lors de la dernière conférence du fait qu'il fallait sortir du complexe colonial, dire simplement je suis musulman et en être fier. Aujourd'hui, on remarque que ce n'est malheureusement pas encore le cas. Quel est le ressenti que vous avez pu avoir par rapport aux différentes rencontres que vous avez faites? Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il se trouve que dans la première génération des individus issus de l'immigration, musulmans, qui vivent sur le territoire français, il y a cette espèce de complexe colonial, l'idée selon laquelle on n'est pas vraiment chez nous, ils ne sont pas véritablement chez eux, donc comme s'ils étaient à la table d'un repas, à laquelle ils sont invités, dans lequel ils sont invités à ce repas, ils doivent bien se comporter, suivre les règles, suivre les lois édictées par le propriétaire en quelque sorte de la maison. Eh bien, moi je crois que les nouvelles générations n'acceptent plus ça aujourd'hui. Elles n'acceptent plus ça d'abord parce qu'elles sont nées ici, et donc progressivement, il faudra que ce que j'ai appelé aussi le paradigme du repas de famille change, parce que les musulmans font partie intrinsèquement de la famille et ils sont aussi là pour définir les règles qui régissent le repas, le comportement. Vous parliez de minorité passive devenue minorité active. Oui. C'est-à-dire que je crois que depuis les années 80-90, les nouvelles générations sont devenues non pas des minorités qui subissent leur visibilité, mais qui au contraire revendiquent leur visibilité, qui sont devenus actifs, et c'est ça qui est assez mal toléré par ce qu'on appelle la laïcité, tous les mécanismes de la laïcité à la française. Alors qu'au fond, ce nouvel activisme, cette nouvelle visibilité ne met pas en péril l'équilibre des institutions, mais au contraire enrichir les institutions. C'est ça qu'il faut que les Français réalisent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de projet de prise de pouvoir, il n'y a pas de projet de dissolution des cultures européennes. Si les cultures européennes aujourd'hui sont en péril, elles sont en péril en raison de la mondialisation, en raison de la montée économique, politique, diplomatique de l'Inde, de la Chine, mais pas en raison des musulmans qui ont aussi peur que les autres de la mondialisation, qui ont aussi besoin que les autres de vivre dans une société pacifique. Je vous remercie.